Thibaut, on va commencer peut-être par toi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu c'est quoi concrètement le marketing mix modeling en des termes assez simples, s'il te plaît, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça semble être un outil qui est de plus en plus utilisé. On l'a vu, Back Market il s'y penche, Conto y est déjà dessus, enfin toutes les marques aujourd'hui en font, et pas uniquement, c'est plus l'apanage des grosses marques, quoi. Ouais, bonjour à tous. Donc l'objectif du marketing mix modeling, c'est de réussir à mesurer la performance de vos campagnes marketing et commerciales sur un objectif business. Donc un objectif business, ça peut être un volume de vente, un chiffre d'affaires, de l'acquisition de nouveaux clients, un indicateur de notoriété pour aussi travailler sur le long terme. Et donc en fait, comment on va faire ça? On va collecter de la donnée sur de l'historique et en fonction de toutes les activations qui ont été faites dans le passé, on va réussir à isoler et mesurer l'impact de chacun des leviers. Et donc ça, c'est ce qui va permettre d'avoir une vision à la fin 360 du ROI de vos actions, marketing, mais aussi commerciales. Donc là, c'est des algos qui C'est identifient ça. des liens, je sais jamais si c'est corrélation ou causalité, je suis pas statisticien, mais Donc l'objectif, c'est, parce qu'on a de l'historique, parce qu'on a des variétés d'activations qui ont été faites, on va réussir à dire, ben, quand vous faites de la télé avec de la radio et du search et qu'en même temps vous avez une promotion, ben, c'est peut-être plus efficace que de faire uniquement le couple TV-radio. Donc l'objectif, c'est d'aller trouver, bien sûr, d'aller mesurer le ROI de chacun des leviers, mais aussi de comprendre les synergies et ce qui fait qu'une campagne, dans son ensemble, est efficace ou pas. Et donc ça se fait effectivement par des algorithmes. donc c'est de l'analyse a posteriori, mais pas que, parce que c'est de plus en plus du coup ce qu'on appelle du forecasting, ça va t'aider à établir ton mix média. Oui, tout à fait. Donc on regarde dans le passé, et puis dans les facteurs clés de succès, on y reviendra, c'est comment on se projette, au-delà d'avoir des insights, de mesurer des ROI, comment on se projette et on fait du scénario planning avec. Et pourquoi aujourd'hui c'est un terme et une méthode qui revient beaucoup à la mode. Donc tu l'as dit, disparition des cookies. Il y a cette logique de court terme, long terme qui a été beaucoup abordée dans les précédentes tables rondes. Et c'est vrai que le marketing mix modeling donne en fait une vision d'ensemble, une vision stratégique aussi à votre direction marketing et elle permet d'avoir un langage commun au sein de l'entreprise. Et puis je pense que quand on a des acteurs comme Back Market, comme Conto, comme Deezer, enfin tous les pure players qui historiquement étaient plus peut-être sur des stratégie d'attribution plus simple parce que uniquement sur des leviers digitaux, quand il y a ce besoin d'aller faire du upper funnel, donner la notoriété, c'est des marques qui se sont aussi intéressées à ce type d'approche. Et donc forcément, les grandes marques se disent, en fait, peut-être qu'on devrait revenir nous aussi au marketing mix modeling, je pense. Ça te permet, je caricature un peu, mais de faire des arbitrages un peu entre des choux et des carottes, quoi, parce que c'est des trucs qui n'ont pas des mêmes KPI. Tout à Du fait, coup, moins, c'est un agrégat qui va permettre de comparer tout à des fait. trucs, quoi. Très bien résumé. Mathieu, depuis quand est-ce que vous en faites chez Pernod Ricard du MMM? Bonjour à tous. Donc chez Pernod Ricard, en fait, c'est un projet qui est arrivé du coup dans un cadre de transformation digitale. Donc depuis 2020, en fait, il y a ce projet avec pour objectif d'optimiser à la fois la partie marketing, promotionnelle et du coup aussi la partie des sales reps. Et donc en fait, le projet du coup a été totalement internalisé aujourd'hui au sein de Pernod Ricard. Donc on travaille sur plus de 12 marchés. Et donc en fait on est allé par plusieurs étapes. On a d'abord déployé 2 petits marchés pour pouvoir prouver la valeur ajoutée que ça pouvait apporter. Et donc aujourd'hui on est déployé sur plus de 60% de nos dépenses marketing afin de pouvoir du coup apporter de l'aide aux différents directeurs marketing sur la meilleure efficacité au sein de leur mix média et promotionnel afin de les aider à optimiser leurs dépenses annuelles de manière régulière. Vous êtes un des rares annonceurs, si ce n'est le seul, je sais pas trop, j'avoue que je suis pas exhaustif, à avoir internalisé, c'est quand même hyper rare parce qu'il y a beaucoup de friction, il faut trouver les talents, les fidéliser, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, c'est effectivement assez compliqué à internaliser. Là-dessus, en fait, le Pernod Ricard a été accompagné au démarrage du coup par un gros cabinet de stratégie qui fait ça du coup pour d'autres acteurs. Donc, on ne doit pas être le seul en train d'internaliser aujourd'hui, c'est ce que je pense. Et par contre, effectivement, ça demande un coût assez important. Puisque derrière, en fait, ça demande de créer toute une équipe en interne, que ce soit sur la partie data, recruter des data scientists, des data engineers, des ML engineers pour pouvoir industrialiser, mettre en production tous les modèles. On a également aussi On parle de recruté combien de personnes, pardon? On est sur un peu plus de 100 personnes autour des projets de transfo Mais digitaux. qui font pas que du MMM. Pas que du MMM. Et sur le projet en tant que tel, sur le MMM, je crois qu'au maximum, on a dû monter à plus de 70 personnes qui étaient contributeurs directs au projet. Ça fait du monde. Anne-Laure, vous en faites depuis quand, vous, du MMM, et pour quel cas d'usage est-ce que vous y êtes allé?
Alors nous, le MMM, on a lancé ça en 2019, donc juste avant le Covid. L'objectif, c'était vraiment au niveau marketing de pouvoir optimiser les performances, comme vous le disiez, sur la partie vraiment plus haut de funnel. Est-ce que pour les marques Mercury Bis, etc., est-ce que je vais plutôt en radio, plutôt en télé, comment je fais de l'affichage, etc. Et on a commencé à intégrer une partie beaucoup plus digitale, bas de funnel, juste après le Covid, donc 2021, où là, du coup, l'objectif, c'était non seulement de continuer à optimiser toute notre partie haut de funnel, mais aussi de se dire, dans une approche plus globale, où justement le haut de funnel et le bas de funnel commencent à se mixer un peu plus, Ouais. comment j'investis ma pocket sur le sujet, comment, en fonction de mes marques qui vont avoir une autorité différente, en fonction des différents marchés, etc., quel est le poids que je vais mettre sur le haut de funnel, quel est sur la construction de la marque, quel est le poids que je vais mettre plutôt sur le bas de funnel, sur la conversion, et comment du coup je continue, parce que c'était un des sujets aussi qui a été beaucoup évoqué ce matin, comment je continue à avoir cette approche haut de funnel pour voir le ROI court terme et long terme de mes actions marketing, et pour pas avoir uniquement cette vision très ROIs bas de funnel, où effectivement les ROI sont nettement supérieurs à ceux qu'on peut voir purement court terme sur Ouais. le haut du funnel. Historiquement, le MMM, c'est un modèle qu'on sollicite allez, une fois par an. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sollicité et ça s'aligne avec le calendrier des décisions budgétaires. Vous y avez recours combien de fois par an? C'est un truc que vous faites tourner régulièrement? Alors, on le fait tourner 2 fois par an. On est accompagné par le cabinet Equimetrix sur le sujet. On le fait tourner, donc là, on vient de lancer la collecte pour faire une analyse full de full year 2023, donc pour vraiment en tirer tous les enseignements. Et on le fait aussi tourner au moment de l'été pour avoir ces éléments-là d'insight pour travailler sur nos stratégies de l'année suivante. Pardon, quand on dit tourner, du coup, c'est la partie récolte ou c'est la partie plutôt moulinage de la donnée pour... Les deux. Les deux. Les Ok, deux. c'est les deux en même temps. On commence par collecter. Donc là, on est sur une phase de 4-5 semaines de collecte de la data, parce qu'en fait, on va collecter énormément de data. On a toute la partie média dont je vous parlais. Donc, on demande aussi à nos agences médias de nous partager tous les insights qu'ils peuvent avoir. On demande aussi aux équipes qui travaillent sur la performance, donc le SIA, le MetaSearch, enfin, vraiment tous les canaux qu'on utilise, d'extraire toutes les datas qu'on a pour vraiment pouvoir venir les plugger dans le modèle. On peut les plugger de manière automatique. Aujourd'hui, tu as des API entre tes interfaces Google, Meta pour aller nourrir Alors, les mains. de façon très simpliste, en fait, moi, je load les fichiers sur un FTP et je laisse Equimetrix gérer cette partie-là. Exactement. Ceux qui font les branchements, peut-être, du coup, Thibaut. C'est ça, ouais, ça va dépendre de la maturité data des différents annonceurs pour lesquels on travaille. Et après, parfois, il y a aussi des histoires de recoupement de la donnée entre ce qu'on va collecter directement sur des API Google, Meta et sur l'info qu'on a aussi par les agences médias. Ah oui, il faut toujours, il peut y avoir des deltas, Ouais, il faut quand même toujours checker et pas Ça prendre pour argent comptant. Tout à fait. C'est quoi les facteurs clés de succès dans MMM? Alors, je pense déjà, comment définir le succès d'un MMM? Je pense que la capacité à prendre des meilleures décisions et donc à prouver la rentabilité de ce type de projet. Nous, on est challengé par nos clients sur la capacité à apporter vraiment de l'impact grâce à ces recommandations. Et je pense que Mathieu, chez Pernod Ricard, vous êtes aussi confronté à ça, prouver le ROI du projet. Ça coûte cher, enfin, il faut quand même le dire. Donc, on parlait de 60 personnes, donc là, c'est dans le cadre où c'est internalisé. Mais même en l'externalisant, il y a des frais de setup, il y a des frais pour faire tourner les machines. Est-ce qu'on peut donner une échelle, un peu une fourchette aux gens pour qu'ils se rendent compte? Une fourchette, c'est très compliqué. On en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'en fonction du portefeuille de marque, de la granularité, de la fréquence, aujourd'hui, pour un setup, on va être entre 50 000 et 100 000 euros pour un setup qui permet de faire cette première modélisation. Et ensuite, on a des programmes à l'échelle où ça va se compter à plusieurs centaines de milliers d'euros ou en millions. Ok, donc c'est pas non plus c'est pas anodin. Non. Et du coup, les facteurs clés de succès... Rentabilité. Pardon? Le premier facteur de succès, c'est la Donc rentabilité. ça, pour moi, c'est comment on arrive à montrer succès. Et pour ça, il faut que le modèle soit holistique, parce qu'il doit être robuste. Donc holistique, ça veut dire, je ne me concentre pas sur une analyse uniquement du média, mais je prends en compte tous les effets qui peuvent avoir un impact sur mes ventes. C'est ce qui va permettre de prendre des décisions qui soient éclairées et qui ne soient pas biaisées par un algorithme qui a regardé uniquement une partie des activations qui sont faites. Le deuxième élément... Attends, et là, tu penses à quoi? Ça peut être le climat, les températures, ça peut être la promotion, ça peut être plein de trucs. Si on vend du chocolat ou de la bière, par exemple, on ne va pas du tout avoir le même impact de la météo sur les ventes. Ouais. Donc, en fait, on peut avoir une clé de lecture qui est biaisée si on se dit qu'une campagne, elle a super bien fonctionné parce qu'il faisait 30 degrés. Ouais. Et en fait, s'il fait 30 degrés, effectivement, il y a un peu plus de ventes de bières qui sont faites. Et là, l'écueil, c'est l'accessibilité et la granularité de ces données. C'est pas autant sur les plateformes digitales, le média, c'est facile, autant la promo, choper les données du commercial, c'est plus compliqué. Il faut se rapprocher de pas mal de parties prenantes. Donc, il y a tous les facteurs exogènes et puis il y a toutes les données promotionnelles. Donc ça va dépendre aussi des secteurs et des entreprises.
Nous, historiquement, quand on travaille dans l'automobile, récupérer les plans promotionnels d'un acteur automobile, c'est pas si simple, c'est pas forcément automatisé. Et donc ça, c'est tout un travail qu'il faut faire effectivement. Ouais, chez Pernod Ricard, je sais qu'il parlait de data archéologie pour parler de c'est limite Alan Grant dans Jurassic Park, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième, c'est la trajectoire d'apprentissage. Un peu. C'est ça. Donc on a parlé d'avoir quelque chose d'holistique. Et en fait, la trajectoire d'apprentissage, c'est la capacité à nourrir le modèle et les insights au fur et à mesure. Donc vous pouvez faire un marketing mix modeling et dans un premier temps, vous concentrer, comme l'a dit Anne-Laure, sur la stratégie upper funnel. Et puis ensuite, on va intégrer plus de granularité dans le bas de funnel et sur les ROI court terme. Et puis à terme, vous pouvez aussi avoir envie d'être beaucoup plus fin sur la promotion. Et donc quand on travaille en FMCG, on va aussi travailler sur la mécanique promotionnelle, sur les synergies entre la promotion et le média, sur l'activation en magasin, sur le CRM qui est joué. Et donc ça, c'est un chemin qu'il faut écrire et on appelle ça Learning Agenda. C'est comment on arrive à définir la trajectoire qui va permettre de prendre des bonnes décisions. Sur le sujet de la rentabilité, Anne-Laure et Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capables de montrer par A plus B que ces investissements, derrière, il y a un ROI qui est supérieur à ces investissements consentis en MMM? Alors nous, ce qu'on voit, c'est le ROI global des investissements qu'on met en place tous les ans par rapport aux revenus qu'on génère. Et en fait, donc, on l'a vu ce matin, aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus avec pareil, voire moins. Et en fait, cet investissement sur le même aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite garder parce que ça nous permet d'être beaucoup plus fin et d'avoir toujours cette vision finalement long et court terme en même temps dans l'approche qu'on va avoir et avec toujours cet objectif de générer plus. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à ça grâce à l'optimisation et à un niveau de granularité de plus en plus fin qu'on arrive à mettre en œuvre grâce au modèle. Et donc cet incrément de performance, vous voyez qu'il est mécaniquement supérieur à ce que vous avez dépensé pour mesurer l'incrément de performance et arriver à cet incrément? Oui. Okay. Oui, mais après bon, ça va dépendre des entreprises, mais sur le groupe Accor, quand je parle